Autre sujet ce soir, près de 3 ans après l'apparition de l'épidémie de Covid-19, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a révélé cette semaine dans Le Monde qu'elle avait alerté en vain le président de la République sur la gravité du virus. Quelle est la portée de cette accusation, selon vous, Yvan ? Ouais, cette portée-là me paraît assez limitée dans l'accumulation de révélations qui commencent à apparaître autour de la gestion du Covid. C'est-à-dire qu'Agnès Buzyn, en effet, est très affectée parce que c'était la ministre de la Santé qui a été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Et elle assure qu'elle a fait ce qu'il fallait pour alerter le gouvernement. Et donc, dans un papier paru dans Le Monde, elle rappelle qu'elle a été le Premier ministre, qu'elle a été la Première ministre à alerter, mais que tout le monde s'en foutait. Et elle défend son honneur en disant qu'on l'a prise pour une idiote. Et donc, il y a beaucoup d'affectation, il y a beaucoup de ressentiment de la part de cette femme-là, je le comprends bien. Mais simplement, je pense que le fond du débat ne repose pas en fait sur ce retard à l'allumage qui a été celui du gouvernement incontestablement, où il y a eu des erreurs, il y a eu une sous-estimation. Il y a eu d'ailleurs également des balivernes qui ont été dites sur l'inefficacité des masques, l'inefficacité des frontières. Tout ceci ne me paraît pas être le vrai fond du scandale qui me semble plutôt porter sur la surestimation, au contraire, ensuite, de la position du gouvernement face à ce virus et naturellement face à l'accusation portée par tous ceux qui n'entendaient pas avaliser le récit officiel du gouvernement qui était de dire que cette crise était éminemment mortelle. Que le Covid d'ailleurs, que le Covid venait de Chine mais qui ne pouvait pas sortir d'un laboratoire après une manipulation humaine. Rappelez-vous que le professeur Montagnier avait émis cette hypothèse-là, avait été traité de complotiste et de vieux fou. On se rend compte que, dans le fond, une partie de ceux que l'on disait complotistes à l'époque avait plutôt visé juste, notamment sur ces sujets-là, notamment sur ce sujet de la fabrication du virus, mais aussi également sur l'efficacité toute relative des vaccins et surtout, et c'est là où le scandale me semble advenir et commence à se délimiter dans sa politique, le scandale a été de vouloir appliquer un ordre sanitaire implacable avec un refus du discours alternatif. Et c'est ceci qui commence à apparaître. Alors il y aura peut-être un autre scandale sur l'efficacité ou non des vaccins. Je n'ai pas les éléments pour l'instant pour le dire, mais on voit bien également que ce problème commence à surgir avec des effets secondaires qui me semblent être pour l'instant sous-évalués également. Nous le verrons, je n'ai pas les éléments. Mais ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, c'est que le discours qui avait été martelé de dire qu'il fallait se faire vacciner pour protéger les autres, c'était même le slogan du gouvernement, vaccinez-vous pour protéger les autres, était un slogan qui, dès le départ, était considéré comme étant, en tout cas, sinon faux, ou du moins qui ne correspondait pas aux réalités du terrain, puisque vous aviez beaucoup de scientifiques, de médecins qui disaient que d'abord que ce vaccin n'en était pas tout à fait un, et qu'en tout cas, il n'empêchait pas ni les contaminations, ni les transmissions. Or, il a été impossible pour ceux, et j'en étais, qui faisaient valoir un peu de prudence et voire qui faisaient valoir un peu de réticence à se vacciner, il a été impossible de se faire entendre et qu'au contraire, tous ceux-là ont été accusés d'être des parias, d'avoir du sang sur les mains. J'ai moi-même été accusé d'avoir du sang sur les mains parce que je ne voulais pas rentrer dans cette hystérie sanitaire-là. Or, il est admis aujourd'hui qu'en effet, ce vaccin-là, ce vaccin contre le Covid, vaccin expérimental, qui est toujours expérimental, ne protège pas, en tout cas, de la contamination ni de la transmission, puisque vous avez eu maintenant beaucoup de multi-vaccinés qui ont été naturellement contaminés et qui ont contaminé les autres. Donc, le premier scandale qui apparaît est un scandale politique sur cette incapacité qu'a eue une démocratie à vouloir admettre une parole dissidente, à vouloir admettre qu'il y ait eu des médecins, notamment, qui aient revendiqué leur liberté de prescrire. Ils voulaient prescrire de l'hydroxychloroquine, rappelez-vous ce scandale-là. On a dit aussi que, alors je n'ai pas les éléments pour le dire, mais je vois apparaître également maintenant des études qui disent que l'hydroxychloroquine, malgré tout, était une molécule qui pouvait pallier des insuffisances, et en tout cas qu'elle était peut-être aussi plus efficace en tout cas que des vaccins qui ne l'étaient pas. Bref, il y a eu une sorte de terreur intellectuelle, et ceci était déjà en soi un premier scandale politique. Donc je m'applique à suivre de très près ce scandale-là, car j'ai été de ceux qui, dès le départ, ont trouvé tout à fait excessif cette position du gouvernement de dire qu'il fallait que les dissidents se taisent, qu'ils baissent les bras, et que cela a conduit même jusqu'à ce que des soignants
soient récusés de leur propre travail parce qu'ils refusaient de se faire vacciner, alors que l'on voit que même en Italie aujourd'hui, ces soignants sont réintégrés parce que l'Italie a pris la mesure, effectivement, de ce mensonge qui était de dire que les vaccins protégeaient des transmissions. À partir du moment où le vaccin ne protège plus les transmissions, tout tombe à l'eau, et singulièrement les passes sanitaires, les passes vaccinaux, et tout cet ordre sanitaire, cette dictature sanitaire, avec des guillemets naturellement, parce que nous ne sommes pas en dictature, je l'entends bien, mais malgré tout, quand vous avez forcé des gens à baisser les chines et à rendre à l'État une partie de leurs libertés individuelles, vous êtes entré dans un processus qui me semble être un processus, en tout cas, à tout le moins, liberticide. Et donc, c'est ceci qui apparaît aujourd'hui. Ensuite, à voir s'il n'y aura pas d'autres scandales à suivre avec ces conflits d'intérêts qui pourraient également advenir, où l'on voit que les pressions des groupes pharmaceutiques ont été telles que ce discours officiel, dans le fond, s'est calqué sur ce que disait Pfizer, tout simplement. Êtes-vous en train d'accuser, Yvan, le gouvernement d'avoir menti sur les vaccins ? Je ne dis pas qu'il a menti. Oui, je pourrais dire dans le fond qu'il a menti. En tout cas, je dis qu'il n'a pas dit la vérité. Je dis qu'il n'a pas dit la vérité parce qu'il savait la vérité quand il savait que les vaccins ne protégeaient pas à ce point. Et j'en ai une révélation a été faite par un dirigeant de Pfizer lui-même au Parlement européen très récemment, où il a admis qu'en effet, les vaccins n'avaient pas été traités, n'avaient pas été expérimentés dans leur non-transmissibilité. Alors naturellement, les fact-checkers qui sont là toujours pour essayer de conforter le discours officiel, ont dit que cette révélation n'en était pas une, parce que, en effet, il n'avait jamais été dit que ce vaccin empêchait les transmissions. Mais ceci est faux, car j'ai retrouvé une affirmation de la Haute Autorité de la Santé du 3 juin 2021 qui assurait que les vaccins à ARN messager réduisaient de 80 à 90% le risque de transmission du virus. Or, quand cette affirmation est dite, déjà, elle est contredite par tous ceux des médecins ou des scientifiques, notamment le professeur Raoult ou le professeur Perron, qui sont là pour dire, sous les huées et sous les lazzi, que ceci n'est pas exact et qu'il faudrait pas avoir plus de prudence et écouter ceux qui nous disent que nous sommes trop réceptifs, trop perméables aux slogans publicitaires presque des firmes pharmaceutiques. Et donc, je vois que notamment le professeur Perron, qui a été poursuivi devant le Conseil de l'ordre des médecins, est ressorti, en tout cas vainqueur, en première instance du Conseil de l'ordre des médecins d'Île-de-France, qui lui a donné totalement raison. Et ceci est tout à fait encourageant et met le point sur ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est sur cette incapacité qu'a eu, encore une fois, je me répète, qu'a eu une démocratie à vouloir tolérer une parole alternative, et singulièrement de n'avoir pas voulu entendre ce que disait ou le professeur Raoult ou le professeur Perron, pardon, dont le nom m'échappait à l'instant. Alors justement, quels sont les arguments du Conseil de l'ordre en faveur du professeur Perron, Yvan ? Écoutez, j'ai ramené le professeur Perron, il faut quand même savoir ce qu'il a enduré. Il a été la bête noire de l'AP-HP, la bête noire de Martin Hirsch. Il a dû être démis de ses fonctions de chef de service de l'hôpital de Garches. Il a été traité de tous les noms et notamment de charlatan. On lui a dit qu'il était complotiste, qu'il était bas du front, qu'il était un tueur en série ou quasiment. Et voilà ce que dit la Chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France, dont j'ai ramené le jugement. Je ne vais pas vous le lire, mais simplement un extrait. Le docteur Perron, spécialiste internationalement reconnu comme un expert dans le domaine de l'infectiologie, était le mieux à même de comprendre les enjeux de santé publique s'il s'est exprimé dans la presse sur l'action du gouvernement et sur l'industrie pharmaceutique, ainsi qu'il était légitime à le faire et en avait même l'obligation dans ce domaine qui relevait de sa compétence. Il s'est borné à porter publiquement, mais sans invective, une voix discordante sur un sujet d'intérêt général. Le Conseil de l'ordre reconnaît que la voix discordante de M. Perron était une voix utile. C'était une voix qui cassait le consensus officiel, qui cassait le récit officiel, et que le professeur Perron avait des arguments à faire valoir pour ceci. Je pense que c'est très important de faire comprendre que, encore une fois, le scandale a été de vouloir interdire, de vouloir imposer un silence, de vouloir imposer une omerta parce que ce discours dissident contredisait des certitudes scientifiques qui n'en étaient pas, et qu'au nom de la science, on nous a dit qu'il fallait respecter une sorte de nouvelle religion, et en se rendant compte que cette religion-là, cette science-là, ce scientisme-là, était naturellement
une pratique pragmatique qui pouvait se tromper, et qu'en l'occurrence, en effet, cette science pragmatique s'était trompée dans ses affirmations, péremptoires en tout cas, et qu'il a été tout à fait injuste de désigner à la vindicte tous ces parias qui, aujourd'hui, me semble-t-il, sont réhabilités par ces premiers éléments qui montrent qu'en tout cas, concernant les vaccins, leur réticence était légitime. Donc on peut bien parler de scandale selon vous? Alors, on peut parler de scandale. Attendons de voir s'il n'y en a pas d'autres. Mais il y a en tout cas, pour moi, un scandale politique, certes. Il y a eu un scandale sanitaire de ce point de vue-là. Il y aura peut-être un scandale sur les corruptions intellectuelles ou peut-être même les corruptions financières. Mais là, je n'ai pas les éléments pour le dire. Mais ce que je vois, c'est qu'en tout cas, et ce ne sera pas dans la presse que vous le verrez, bien entendu, parce que la presse tait tous ces éléments-là, mais sur les réseaux sociaux et dans les sites d'information alternatifs, on voit bien qu'il y a une ébullition et il y a une irritation telle qu'en effet, il pourrait y avoir des comptes à demander à tous ceux qui ont trompé les Français. Marc Baudrier, peut-on parler de scandale lorsqu'on évoque aujourd'hui la crise sanitaire? Écoutez, oui, il y a une forme de scandale. Alors moi, je ne m'engagerai pas sur le terrain médical parce que j'y connais absolument rien, mais sur un plan plus politique, j'ai l'impression que le gouvernement a pêché d'un bout à l'autre dans ce dossier-là par excès. Excès de confiance au départ, excès d'insouciance et de légèreté quand la vague est arrivée. Personne ne se rendait compte, et surtout pas le gouvernement, de ce que ça pourrait donner, alors qu'on avait sous les yeux quand même l'exemple de la Chine et d'autres, de l'Italie pendant un bon moment. Même quand c'est arrivé en Italie et que la situation était très grave en Italie, on continuait à prendre tout ça à la légère. Et puis, il y a eu l'ombre du sang contaminé qui s'est étendue sur l'équipe gouvernementale et on a l'impression, et tout d'un coup, ils ont été électrisés complètement par les enjeux, la gravité des enjeux. Et là, ils ont péché par excès, excès de réglementation, excès d'autoritarisme, excès de contrôle. On a chassé des gens de leur propre maison de vacances, on a viré des soignants des hôpitaux, comme l'a dit Yvan Rufol tout à l'heure. On a mis le pays complètement sous une chape de plomb avec des promenades réduites à quelques dizaines de mètres autour de son domicile, des choses qui étaient totalement mais inimaginables pour des Français quelques semaines auparavant. Et ceci sans le moindre élément, si vous voulez, de compréhension de ceux qui pouvaient avoir du mal à suivre cet extrémisme sécuritaire et sanitaire. Et donc, on a accusé de complotisme, on a mis au banc de la société véritablement. Le président de la République lui-même a expliqué qu'il nous fait des grands discours sur le danger de l'exclusion, etc., qu'il fallait absolument emmerder un certain nombre de Français qui n'étaient pas d'accord. Moi, je suis vacciné, je n'étais pas anti-vaccin au départ, mais c'était vrai que cette situation était absolument scandaleuse.